Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Benjamin Haddad, merci d'être avec nous, vous êtes le ministre délégué chargé de l'Europe, vous publiez Le Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions perdues chez Grasset. Nous parlerons en effet de cette Amérique de Trump qui renaît avec les prémices déjà bien annoncées de sa politique avant même son installation à la Maison-Blanche dans 8 jours. On parlera de l'Europe qui se prépare à cet événement et à ses conséquences sous une présidence polonaise de l'Europe et donc atlantiste. Quelle méthode pour les 27 ? Le protectionnisme ou au contraire la collaboration, et auquel cas, de quelle sorte ? Des liens durables sont-ils encore possibles ou devra-t-on se contenter d'une coexistence avec une sorte de traité de non-agression ? Enfin, quelle réponse à l'Ukraine dans une relation Trump-Poutine qui n'est pas encore tout à fait claire ? Tous ces sujets, bien sûr, nous les aborderons, même si nous commencerons, si vous le voulez bien, par le dossier algérien, car des entrées et des sorties en France, ce sont aussi des entrées et des sorties du territoire européen. Pour vous interroger ce matin avec moi, Stéphane Dupont, des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour, cher Mathieu. Bonjour. Vous êtes d'extrême droite, Benjamin Haddad ? Non. Selon Alger, les ministres français sont les héros patentés de l'extrême droite revancharde et haineuse qui mène une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie. Qu'est-ce que vous répondez aux autorités algériennes ? Je crois que ce type de rhétorique n'a absolument aucun sens. Si on parle de l'épisode en l'état de l'influenceur que la France a voulu expulser, on est dans un cas très clair de quelqu'un qui a utilisé des réseaux sociaux comme TikTok pour insulter la France, pour attaquer la France, pour inciter à la haine et à la violence. Donc il est tout naturel que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ait choisi de l'expulser. Et dans ce cas, en plus, on avait un passeport biométrique qui pouvait vraiment attester de ses nationalités algériennes. L'Algérie refuse de donner un laissez-passer consulaire, de le reprendre. C'est inacceptable. C'est totalement contre le type de coopération qu'on devrait avoir avec l'Algérie. Et donc, moi, je suis totalement en phase avec ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur après cet épisode. À un moment, vous savez, le président de la République a travaillé beaucoup dans le dialogue avec l'Algérie pour réconcilier les mémoires, pour reconstruire une relation, je crois, avec beaucoup de bonne foi, avec beaucoup de sincérité. Sur la colonisation on ne peut française. Vraiment, là-dessus, rien lui reprocher. Il s'est engagé dans cette démarche. Mais dans un dialogue, pour avoir un dialogue respectueux, pour avoir un dialogue équilibré, il faut être deux. Et aujourd'hui, il y a un pays qui s'y refuse, c'est l'Algérie. Et qui, en plus, parce que là on parle de la question des influenceurs, mais vous avez entendu le président de la République au discours devant les ambassadeurs lundi, qui en plus est en train de garder en prison un écrivain, un vieil homme, malade, Boualem Sansal. Je le dis, dans cette semaine, vous savez, où on a commémoré les 10 ans de l'anniversaire de l'attentat islamiste contre Charlie Hebdo, un écrivain qui a juste dénoncé l'islamisme, qui s'est juste prononcé pour la liberté d'expression, qui est aujourd'hui inculpé en prison en Algérie. Et le président a raison de dire qu'effectivement, cet agissement du régime contre Boualem Sansal, ça déshonore les Algériens et voilà. Donc dans cette discours avec les ambassadeurs, pas contre les ambassadeurs, mais devant les ambassadeurs, Emmanuel Macron a également Alger a répondu à Emmanuel Macron en disant que la France se mêlait d'une affaire interne. Là, Algérie dit ce matin que les influenceurs, et en l'occurrence ce monsieur qui a dû revenir en France et qui est maintenant dans un centre de rétention administrative en région parisienne, aurait dû être jugé, qu'il n'avait pas les moyens de se défendre. C'est quoi ? C'est ingérence contre ingérence ? Non, attendez, je vous rappelle que Boualem Sansal, il est franco-algérien. Oui. Donc il a aussi la nationalité française. Moi, je vous dis juste que l'Algérie a dit que c'était une affaire interne. Et en plus, là, on parle vraiment de principes fondamentaux. Donc c'est inexact. Comme la liberté d'expression. Bien sûr que c'est inexact. Et on parle de principes fondamentaux comme la liberté d'expression. Donc là-dessus, nous, on a été extrêmement ferme et extrêmement clair. Et après, sur la question, si vous me permettez justement de parler un petit peu d'Europe, puisque vous l'avez mentionné au départ, c'est aussi une question européenne pour défendre nos intérêts, en particulier sur la question migratoire. Et en effet, il faut les porter au niveau européen. Quand on parle de la question, par exemple, de la pression sur les visas, les différents leviers dont on dispose, de la conditionnalité de l'aide au développement pour les pays qui, par exemple, refusent de coopérer, refusent de reprendre... Jean-Noël Barrot, votre ministre. Exactement, Jean-Noël Barrot qui en a parlé, en effet, il y a 2 jours. Ce sont des leviers qu'il faut porter au niveau européen. Nous, on a renforcé considérablement les outils dont dispose l'Union européenne pour pouvoir maîtriser ses frontières extérieures. Parce que, vous savez, on a fait la zone Schengen, c'est-à-dire la libre circulation des personnes. Moi, je pense que c'était une avancée historique de l'Union européenne, mais encore faut-il
se doter d'outils pour maîtriser l'immigration, pour être capable de contrôler nos frontières et pas laisser des pays qui trop souvent ont été seuls, comme l'Italie ou la Grèce. Donc ça veut dire la mise en œuvre accélérée, et on y travaille avec Bruno Retailleau, du pacte asile-immigration pour faire un premier contrôle des demandeurs d'asile aux frontières. Ça veut dire renforcer nos outils collectifs au niveau européen sur les visas, sur l'aide au développement, sur les leviers commerciaux pour travailler avec les pays qui coopèrent, mais aussi mettre plus de pression avec ceux qui ne coopèrent pas. Et ça veut dire aussi relancer ou réformer plutôt la directive retour qui permettra d'expulser plus facilement, qui permettra par exemple de revenir sur le délit de séjour irrégulier qui aujourd'hui n'est plus possible. Voilà ce qu'il faut aussi porter au niveau européen pour renforcer nos outils. Vous passez par la case européenne, mais la dimension franco-algérienne, elle est centrale ici. Et vous avez évoqué très justement la question du rapport aux mémoires. Donc la mémoire française par rapport à l'Algérie, la mémoire algérienne par rapport à la France. Et est-ce que de ce point de vue, on ne peut pas dire que le régime algérien, issu du FLN globalement, est fondé sur une mémoire revancharde qui fondamentalement s'alimente de la haine de la France? Moi, je constate effectivement qu'aujourd'hui, ce régime utilise la France comme un carburant politique. Alors qu'encore une fois, la question qu'on devrait se poser, c'est comment peut-on trouver une voie de réconciliation? Comment peut-on trouver une voie de dialogue? Comment peut-on même travailler sur des intérêts communs que l'on peut avoir sur les questions économiques, sur le développement, sur les questions énergétiques, sur les questions des déclarations d'amour à l'Algérie qui giflent la France. Mais vous savez, la France respecte le peuple algérien. Le président de la République respecte le peuple algérien. Il l'a dit d'ailleurs lors des vœux du 31 décembre. On ne joue pas avec ce sujet, c'est un sujet de politique étrangère. On ne joue pas avec ce sujet pour des raisons de politique intérieure. L'objectif, c'est comment est-ce qu'on construit une voie pour travailler ensemble sur nos intérêts. Mais en effet, de temps en temps, pour défendre nos intérêts, il faut aussi avoir des outils pour assumer un rapport de force. Et dans ce cas précis, encore une fois, des laissez-passer consulaires, le cas précis des influenceurs, mais plus généralement sur la politique migratoire, et effectivement, on dispose d'outils. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, l'a dit. Donc il va y avoir une réflexion. Il n'y a aucun tabou sur le fait, en effet, de pouvoir renforcer et utiliser ces outils au niveau français, donc sur les comme visas, au niveau européen. Sur l'aide au développement aussi, qui coûte plus de 100 millions d'euros par an. Ça fait partie en effet des outils. Et encore une fois, moi je vous dis, je pense qu'on est plus fort si on le fait aussi au niveau européen avec nos partenaires. Tout à l'heure, Pierre l'évoquait, le président Macron, depuis son élection, a fait beaucoup de gestes vers l'Algérie, a fait reconnaissance de beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été trompé, il a été naïf, parce que ça ne servait à rien. L'Algérie lui claque la porte à la figure aujourd'hui. Il l'a fait avec beaucoup de pays avec qui il y a eu ce travail, effectivement, d'affronter sans tabou notre histoire. Aucune repentance, mais en le faisant, effectivement, en confrontant les mémoires et les histoires. Il y a eu des grands succès dans cette politique. Je pense notamment au Rwanda, où on a pu reconstruire sur de nouvelles bases une relation. Avec l'Algérie, c'est un échec complet. Mais là, effectivement, c'est ce que disait Mathieu Bock-Côté. Il y a un régime qui utilise la France, effectivement, comme un carburant de politique intérieure. Vous êtes inquiet pour Boualem Sansal? Pardon? Vous êtes inquiet pour Boualem Sansal? Bien sûr que je suis inquiet. Bien sûr que je suis inquiet. Moi, Boualem Sansal, je le lis. J'ai apprécié ses œuvres. Le village de l'Allemand, 2084. C'est un grand écrivain. C'est, je pense, une fois de plus, un héros de la liberté d'expression, de l'universalisme. C'est une sentinelle contre l'islamisme. Et là, on a un franco-algérien. Est-ce que c'est le cas Boualem Sansal qui nous empêche d'avancer dans la politique peut-être plus coercitive? Vous parlez de revoir la question des visas consulaires. Jean-Noël Barrot l'a dit aussi. Cette fameuse aide au développement. Gabriel Attal va plus loin. Il dit qu'il est temps de se débarrasser des procès en culpabilisation de la rente mémorielle et qu'il faut dénoncer l'accord de 1968 qui est très favorable justement à l'arrivée des Algériens en France. Il ne faut pas avoir de tabou. Ça fait partie effectivement des outils aussi dont on dispose. Mais vous auriez pu le faire. La majorité présidentielle, lorsque le texte a été proposé en décembre 2023 par les LR, s'est opposée à cette dénonciation du texte de 1968. En tout cas, pour revenir quand même sur la question que vous avez posée sur Boualem Sansal, qui est importante, ce que je voudrais quand même dire, et on a entendu Celle-ci le président... est importante aussi, mais on a entendu le président s'exprimer sur ce sujet. On a tous les services de l'État qui sont mobilisés sur ce sujet. Vraiment. Sur le sujet de Boualem Sansal. Tous les jours, on pense à Boualem Sansal et on est mobilisé pour Boualem Sansal. Non, mais parce que, encore une fois, vous savez, il y a des sujets parfois, on peut les agiter, ou on peut essayer d'agir et de faire passer des messages. Donc là, on a entendu le président devant les ambassadeurs qui a été extrêmement clair et qui a parlé de déshonneur. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Mais après, effectivement, on suit de près. On est mobilisé sur la question de Boualem Sansal. Gérard Larcher dit qu'il faut suspendre cet accord de 1968. Vous suivez le président du Sénat et Gabriel Attal qui dit qu'il faut le revoir? Moi, je vous l'ai dit, il n'y a pas de tabou. C'est un des outils possibles
dans cette politique de rapport de force pour défendre nos intérêts. Après, vous savez aussi... Qu'est-ce qui le justifie, cet accord de 1968 aujourd'hui ? Oui, mais vous savez aussi que... Alors, il a été réformé plusieurs fois, quand même, je vous le rappelle. Et puis, à la marge, et vous savez aussi que sur cet accord de 1968, il y a aussi un débat des juristes pour savoir quel cadre de la relation on aurait si on le supprimait. Est-ce qu'on revient à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire la libre circulation entre la France et l'Algérie ? Est-ce qu'on revient au cadre migratoire d'aujourd'hui ? Il y a un cadre migratoire d'aujourd'hui avec les règles européennes que mais en tout cas, vous connaissez mieux que moi. Je vous dis que sur ce sujet, effectivement, comme sur les autres, comme sur les visas, comme sur l'aide au développement, qu'on peut porter au niveau national comme au niveau européen, il n'y a pas de tabou. Benjamin Haddad, ministre délégué à l'Europe, est l'invité du grand rendez-vous. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Retour sur le plateau du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos avec notre invité, le ministre délégué à l'Europe, Benjamin Haddad. Nous avons achevé cette semaine une série de commémorations sur les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper-Cacher. Parallèlement, les actes antisémites en France sont toujours au même point. Depuis le 7 octobre 2023, ils ne font que décupler. Jonathan Arfi, le président du CRIF, me disait cette semaine sur Europe 1 que cette date de janvier 2015 lui faisait mal. Lui faisait mal parce qu'elle marquait cette haine des Juifs français. Je m'adresse au ministre, je m'adresse aussi aux Juifs que vous êtes, aux Juifs en France, Benjamin Haddad. Qu'est-ce que ça vous fait, cette semaine de commémoration qu'on vient d'achever ? J'étais cette semaine aux commémorations de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher. Dans les deux cas, c'est la France qu'on attaque. Quand on attaque la liberté d'expression, quand on attaque l'universalisme républicain, quand on attaque la communauté juive, on s'en prend à l'âme de ce qu'est notre pays. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une commémoration ensemble. Je pense que c'était important. Et vous avez raison, depuis déjà une vingtaine d'années, on voit une augmentation des actes antisémites chez nous comme chez beaucoup de nos voisins, qui a été accélérée avec énormément de violence depuis le 7 octobre, qui a désinhibé une forme de violence et d'antisémitisme dans notre pays. On a des autorités politiques qui sont extrêmement mobilisées pour protéger la communauté juive et on ne peut absolument rien laisser passer. Il y a 10 ans, on était Charlie. Dans la rue, on s'est tous mobilisés. Et puis aujourd'hui, on n'est plus Charlie. Vous avez parfois, on est Charlie, mais il faut pas offenser. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut avoir des petites lâchetés. Mais vous avez des forces politiques comme la France Insoumise qui choisissent, soit par idéologie, soit par électoralisme, d'utiliser l'antisémitisme comme un carburant électoral. Votre formule donc par idéologie, mais électoralisme. Si c'est par électoralisme, je reprends vos mots, ça veut dire qu'il y a une population qui est sensible à cet antisémitisme. Je crois surtout que c'est leur calcul. C'est de faire de l'assignation, c'est de faire de l'insignation identitaire. Et je crois qu'effectivement, il y a, de la part de la France Insoumise, un calcul extrêmement cynique. Qui manifestement, je ne crois pas qu'il fonctionne, d'ailleurs, d'un point de vue électoral. Et je crois au contraire qu'il montre une fois de plus la vraie nature de ce qu'est la France Insoumise, c'est-à-dire un parti anti-républicain, un parti violent qui veut bafouer les institutions et mettre le chaos et diviser les Français les uns contre les autres. Et là aussi, il faut être extrêmement ferme pour le dénoncer. Et il faut continuer à porter ce combat. Moi, je l'ai fait en tant que ministre des Affaires européennes après les événements d'Amsterdam, vous vous rappelez, où des supporters israéliens avaient été poursuivis, agressés dans les rues d'Amsterdam, juste parce qu'ils venaient voir un match de foot. J'ai organisé une réunion d'urgence avec le ministre des Affaires européennes sur la question de l'antisémitisme à Bruxelles, avec des experts. L'objectif là, c'est au fond de porter au niveau européen ce qu'on peut faire. En particulier, je pense à les mesures qu'on a instaurées il y a 2 ans dans le cadre de la loi séparatisme en France. Vous savez, la transparence sur les financements étrangers des cultes, la possibilité de dissoudre des associations radicales, d'expulser des imams, de fermer des mosquées, le cas échéant, qui ont des liens avec des mouvements radicaux. En réalité, on est assez pilote, moteur en France sur ces sujets comparés à nos voisins. Je pense qu'on peut porter ces sujets au niveau européen. À cause de la situation désastreuse que nous avons ici, actes antisémites qui sont terribles en France. Mais aussi parce que nous avons, une fois de plus, l'universalisme républicain, la laïcité, parce que nous avons qui peut être contre-productive. Nous avons cet héritage culturel, institutionnel pour lequel il faut continuer à se battre. C'est pour ça qu'il fallait être Charlie il y a 10 ans, il faut toujours être Charlie aujourd'hui et continuer à porter ce combat. À vous écouter, le communautarisme, il s'est plutôt renforcé en France ces dernières années.
parliez de la France insoumise qui cultive le vote. Mais vous avez des forces politiques, en particulier comme la France insoumise, qui veulent le renforcer, qui veulent fracturer notre société et qui veulent retourner les Français les uns contre les autres. Moi, Alors, je ne le souhaite pas. Moi, je me bats précisément pour cet universalisme républicain. Il a quand même, il s'est beaucoup affaibli ces dernières années, non? Mais on continue à le porter. Et on continue à le porter, on continue à se battre. Mais c'est un combat permanent. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il ne souffre d'aucune lâcheté, d'aucun recul, d'aucune forme de déni. Et c'est pour ça que cette semaine, une fois de plus, on était avec les différents acteurs. Moi, j'étais à la Mutualité cette semaine avec RIS, avec les acteurs de Charlie Hebdo, avec Jonathan Arfi aussi et le CRIF, pour rappeler une fois aucun recul. Notre combat et notre attachement à ces valeurs. Aucun recul, sauf que vous avez probablement eu l'occasion d'en parler avec les différentes rédactions. Vous noterez que les caricatures, à l'origine, tout ça, n'ont pas été republiées. Et pas parce que, quand on en parle aux gens des rédactions, non pas parce qu'ils disaient qu'elles ne devaient pas être publiées, parce que chacun avait la trouille légitime de se faire descendre, de se faire abattre. Donc, à partir du moment où les islamistes ont réclamé et se permettent d'exercer la peine de mort contre ceux qui publient les caricatures, et que finalement la presse française accepte cette interdiction, est-ce qu'on peut reconnaître que la liberté d'expression a reculé en 10 ans? Alors, moi, sur ce point précis, je vous trouve quand même un petit peu dur, parce que j'ai trouvé que les caricatures, par exemple, de Charlie Hebdo, elles ont été reproduites dans la presse française. Je vous le dis parce que, à cette époque-là, moi, je vivais aux États-Unis. Vous savez, je travaillais dans les think tanks sur les questions internationales. J'ai trouvé qu'en revanche, à l'étranger, en particulier, par exemple, aux États-Unis et au Royaume-Uni, il y a eu beaucoup de manque de courage, de pudeur sur le fait de reproduire ces Mais moi, caricatures. je ne parle pas de manque de courage. Je constate simplement qu'il y a une partie de la société française à intérioriser l'idée que si on pousse la liberté d'expression jusqu'aux caricatures, la sanction est tellement élevée qu'on décide de ne plus aller vers là. Eh bien, je vous le dis encore une fois, la liberté d'expression, elle est testée dans ses marges. Elle est testée précisément dans la caricature. Elle est testée dans le fait de pouvoir offenser. Et c'est, une fois de plus, dans notre tradition républicaine, de pouvoir offenser a priori les religions. On l'a fait dans toute notre histoire en portant cette laïcité. Et donc, une fois de plus, c'est un combat permanent. Et la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre l'islamisme et le radicalisme, encore une fois, c'est au cœur de notre combat républicain. Elle est au programme également des assises contre l'antisémitisme que porte votre collègue Aurore Berger, qui était à votre place ici même la semaine dernière. Vous êtes reconduit dans vos fonctions, Benjamin Haddad. Le Premier ministre est différent. On est passé de Michel Barnier à François Bayrou. Quel est le cap de ce gouvernement en ce début 2025 ? Est-ce que d'abord, vous allez réussir à adopter un budget ? Le cap de ce gouvernement, c'est déjà de mettre de l'apaisement et de la stabilité dans le pays. On en a besoin. On a parlé de tous les sujets, de la question de la laïcité, la lutte contre l'antisémitisme, les questions de politique étrangère, évidemment les questions de politique européenne. On y viendra tout à l'heure avec la pression de Trump, la guerre en Ukraine à nos frontières. Pour cela, on a besoin d'avoir une voix forte. On a besoin de faire passer un budget, en particulier parce que nous avons une dette, des déficits. On doit pouvoir réduire, donner à notre pays une trajectoire de réduction de ces déficits. Et puis, on doit continuer de réformer notre pays. Mais on doit continuer de réformer parce que ces dernières années, nous avons fait baisser le chômage de façon historique. Nous avons ramené des investisseurs étrangers. Nous avons fait notre pays un pays attractif. Il reste encore beaucoup à faire. Donc, on a du pain sur la planche. Et pour cela, il va falloir, comme savent le faire d'ailleurs, tous nos voisins européens. Moi, quand je voyage, je vois qu'il y a des gouvernements de coalition, il y a des démocraties parlementaires avec du dialogue, du compromis. Chacun doit y mettre sa part. Justement, Monsieur Haddad, le nouveau Premier ministre, là, François Bayrou, courtise le Parti socialiste. Il y a des discussions ce week-end sur un accord de non-censure, notamment avec la question des retraites. Est-ce que cet accord, il vous paraît possible ? Est-ce qu'il faut renoncer à la réforme des retraites ? Alors déjà, je souhaite que cet accord soit possible. Moi, j'espère que tout le monde pourra mettre de la responsabilité. Encore une fois, je veux dire, on est dans une situation politique inédite où on a 3 blocs. Bon, et ben, ça nous force chacun à faire un chemin l'un vers l'autre, à dialoguer, à négocier, à faire des compromis. Alors, mais sur cette question, vous savez, bon, encore une fois, le Premier ministre a raison de vouloir engager un dialogue et de ne pas avoir de tabou sur la façon de le faire. Moi, j'ai soutenu cette réforme, vous le savez bien, député Renaissance, EPR. J'ai soutenu cette réforme. Pourquoi ? Pour une raison très simple, qui est que nous avons un système de retraite par répartition, de solidarité entre les générations, qui est en déficit. Et qui est en déficit, notamment pour des raisons démographiques, parce qu'on a moins de gens qui travaillent par rapport aux retraités qu'autrefois. Bon. Face à ça, vous avez plusieurs solutions. Soit vous augmentez le niveau des cotisations, sachant qu'on est déjà le pays le plus imposé d'Europe. Soit vous baissez le niveau des retraites, évidemment, ce n'est pas notre objectif, ou vous faites, comme l'ont fait tous nos voisins européens, vous travaillez plus et vous travaillez plus longtemps. Et d'ailleurs, je précise,
Ça permet d'augmenter bien sûr les cotisations et donc de financer notre système de retraite, mais ça permet aussi de générer de la croissance, de créer des emplois et donc de créer aussi plus de dynamique, économique. Vous êtes sur la même ligne que Gérard Larcher, c'est ni suspension ni abrogation. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il y a des raisons pour lesquelles on a fait cette réforme qui était impopulaire. On l'a portée. La première ministre Elisabeth Borne, avec beaucoup de courage et de détermination à l'époque, nous l'avons portée. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut, dans ce dialogue, tout de même, continuer de financer notre système de retraite par répartition, le préserver pour l'avenir et préserver cet équilibre pour les générations futures. Trouvez-moi une autre solution et sinon on fera comme on avait dit auparavant, quitte à faire passer un 49.3 parce que... Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'encore une fois, qu'on ait un dialogue et que chacun veuille prendre ses responsabilités et aider le pays à avancer et mettre de l'unité, de la stabilité dans le pays et avancer, c'est positif. On en a besoin. Encore une fois, on a besoin d'apaiser. Là, on a besoin de faire un peu baisser la température. On a besoin d'un budget. Et de regarder. Et on a besoin d'un budget. On a besoin d'un budget. On a besoin de s'attaquer. On a besoin de s'attaquer au déficit. Et je vous rappelle d'ailleurs que notre pays, c'est pas le seul. Il y en a 7, mais notre pays est placé sous procédure de déficit excessif par la Commission européenne. Donc on a besoin, exactement. Et donc on a besoin de redonner effectivement une trajectoire de réduction des déficits et de désendettement. Et donc sur cette question de la réforme des retraites, on l'a fait encore une fois, pas pour se faire plaisir, mais on l'a fait pour préserver notre système et réduire les déficits. Donc la question aujourd'hui qui se posera, c'est quelle voie on peut trouver sur cette question des retraites pour pouvoir quand même continuer de préserver notre système. Ce qui là, je pense, est quand même un objectif qui est partagé par toutes les forces politiques. Composé par toutes les forces politiques, y compris le Rassemblement national. Mais moi, je crois qui est dans l'arc républicain ou l'arc de gouvernement, comme on appelle ça aujourd'hui. Moi, je pense que de toute façon, à un moment, quand vous avez des parlementaires qui ont été élus par les Français, il faut parler, il faut respecter tout le monde. Merci Benjamin Haddad. On vous retrouve dans un instant. On parlera justement de Trump et de l'Europe. Est-ce un bras de fer ou une collaboration ? À tout de suite sur Europe 1 et CNews. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, qui publie Le paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions perdues chez Grasser. Il y a quelques années, je Il y a quelques années, mais qui en ce moment est plus que jamais d'actualité, puisqu'on va parler de Donald Trump dans un instant. Juste une petite question. Un conseiller très très important de l'Élysée, conseiller diplomatique, Emmanuel Bonne, claque la porte de l'Élysée. C'est pas facile, la politique étrangère en ce moment en France ? J'ai vu passer effectivement un article là-dessus, mais j'ai pas plus d'informations, donc pas de commentaires à faire sur ce sujet. Depuis le 1er janvier, Benjamin Haddad, l'Europe que vous représentez pour la France, sous présidence polonaise. Il ne nous a nullement échappé que les Polonais sont européens, mais ils sont également très atlantistes, on va y venir. Fait concomitant, Donald Trump s'installe à la Maison-Blanche dans 1 semaine et 1 jour, avec tout un tas de revendications territoriales. On va en parler dans un instant, ça nous a fait la semaine. Question, comment la France et comment l'Europe vont-ils composer avec lui ou contre lui ? Et Donald Trump, c'est le choix souverain du peuple américain, donc on le respecte. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va défendre les intérêts des États-Unis. Les Américains sont nos alliés, donc on va travailler avec eux. On l'a fait lors du premier mandat de Donald Trump, comme vous le savez, où Emmanuel Macron était déjà président de la République. Donc les deux hommes se connaissent et ont travaillé ensemble. Mais la vraie question, c'est comment est-ce que les Européens, maintenant, peuvent prendre leur destin en main et assumer de défendre eux-mêmes leurs propres intérêts, sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan économique. J'étais aux États-Unis quand Donald Trump a fait son premier mandat. Et il y a eu à l'époque, je pense, une forme de déni collectif des élites américaines comme de beaucoup d'Européens, de penser que c'était un accident de l'histoire, qu'il avait été élu parce qu'Hillary Clinton avait fait une mauvaise campagne, parce qu'il y avait les réseaux sociaux, etc. Alors qu'on a vu que les Américains en avaient marre de l'establishment. Mais il y a une tendance structurelle, qu'on voyait déjà d'ailleurs chez certains démocrates. Un repli des États-Unis sur leur pays et leurs problématiques intérieures, identitaires, économiques, un rejet des accords de libre-échange, une forme de protectionnisme qu'on a aussi beaucoup vu sous l'administration Biden, bien sûr, contre nos intérêts industriels. On pense notamment à l'IRA, ces subventions massives dans les industries vertes américaines. On plus ou moins prévu. On savait que la politique de Trump allait être suivie par Biden au niveau justement des droits de loi. Et un détournement de l'Europe. Et qu'est-ce qui va changer avec Trump 2 par rapport à Trump 1 que vous avez connu ? Je pense qu'on verra déjà une accélération de ce qu'on avait vu sous Trump 1. Et donc, que ce soit sur la pression sur le plan commercial, avec déjà les menaces de tarifs douaniers, que ce soit la volonté de se retirer militairement d'Europe pour aller sur d'autres priorités. Je pense notamment à la rivalité stratégique avec la Chine. Et donc, à un moment, la question, c'est comment est-ce qu'on est capable, nous, collectivement, de défendre nos intérêts. Sur le plan commercial, par exemple, les Européens ont longtemps été
très naïf. On est resté bloqué dans un logiciel de mondialisation heureuse des années 90 où on fait des accords gagnant-gagnant. On voit aujourd'hui qu'on a des pays comme les États-Unis qui, au contraire, rentrent dans des logiques très dures de pression qui intègrent des critères de sécurité nationale, qui pensent à leur souveraineté. Il faut aller à l'affrontement avec eux. Mais la seule façon, par exemple, de faire comprendre que le protectionnisme est dans l'intérêt de personne et de ne pas avoir une guerre commerciale, c'est précisément d'assumer des bras de fer, d'assumer l'affrontement et de montrer que nous aussi, on est un marché de 450 millions de consommateurs, qu'on a doté depuis 7 ans, notamment sous l'impulsion de la France et du président de la République, on a doté l'Europe d'instruments pour se défendre. Je donne un exemple très récent. La Chine subventionne massivement son industrie de véhicules électriques. Et c'est des véhicules électriques qui, après, se retrouvent en Europe et qui font concurrence, nous, à notre industrie automobile. Eh bien, la Commission européenne, et c'est une décision que nous avons soutenue, a mené une enquête sur la question des subventions en Chine et a décidé d'imposer des tarifs douaniers aux véhicules électriques chinois. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas réussi à faire il y a quelques années. Par exemple, sur la question du solaire. Bon. Et donc, vous voyez l'Europe progressivement qui commence à sortir d'une forme de naïveté. Il reste encore énormément à faire, et évidemment, c'est ma priorité au niveau européen, de renforcer nos instruments et à ce moment-là, de les utiliser. Mais permettez-moi de vous poser une question qui aurait semblé inimaginable il y a quelques semaines, il y a quelques jours peut-être. Donald Trump envisage notamment l'occupation du Groenland et n'exclut pas la possibilité, ce sont ses mots, d'une occupation militaire pour dans son esprit, annexer le Groenland. Est-ce que dans cet esprit, la France se porterait à la défense du Danemark et son allié dans l'OTAN contre les Américains utilisant la force? C'est un scénario. La question formellement se pose. Tu oublies le Canada, cher Mathieu. Oui, c'est pas une annexion militaire dans ce cas-là. On vous posera la question du Canada, mais déjà, je pense qu'effectivement, ce ne sont pas des questions qu'il faut traiter avec légèreté. On voit ce type de menaces c'est pas du bluff. Qui sont inacceptables. Et donc, nous, évidemment, le Danemark fait partie de l'Union européenne, c'est un partenaire, c'est un allié. On a le président de la République qui a appelé d'ailleurs la première ministre danoise à ce sujet. Et fondamentalement, ça nous rappelle une fois de plus que les règles du jeu sont en train de changer. Le temps s'accélère. En réalité, est-ce que Donald Trump traite le Groenland, par exemple, comme la Russie traite l'Ukraine mentalement? Ce qu'on voit, je pense, aux États-Unis en ce moment, c'est un mélange de la géopolitique du 19e siècle, c'est-à-dire des rapports de force débridés, une volonté de conquête, une forme d'agressivité. On sort du droit international, donc on revient sur une logique de la loi du plus fort avec les outils technologiques du 21e siècle. Donc nous, on ne peut pas rester coincés, nous, Européens, on ne peut pas rester coincés dans un logiciel du XXe siècle qui est complètement dépassé. Donc il faut qu'on comprenne, encore une fois, se doter de réalisme, être un peu plus machiavélique d'une certaine façon, mais sans perdre de vue nos valeurs, parce qu'on fait ça pour défendre nos valeurs, l'état de droit, la démocratie, la liberté, ce sont les valeurs de l'Union européenne, mais la seule façon, encore une fois, d'être capable de se défendre, c'est d'assumer, de collectivement défendre nos intérêts. Benjamin Haddad, mais les Danois ne sont pas complètement fermés à cette question, puisqu'ils ont dit qu'ils étaient prêts à ouvrir les discussions, en tout cas sur l'Arctique, c'est-à-dire la partie supérieure du Groenland. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, mais qu'il y ait des discussions. Mais de toute façon, on a toujours des discussions avec nos partenaires. Il y a toujours de la diplomatie. Non, mais Olaf Scholz a tout de suite dit, vous vous rendez compte, on est dans l'ingérence, encore une fois. C'est effectivement ce qu'a dit Olaf Scholz, c'est ce que nous avons dit aussi. Et je crois que les dirigeants danois, on s'est dit que c'est inacceptable. C'est le retour d'une forme d'impérialisme américain, comme on n'en a pas connu depuis très très longtemps. Je vous dis, c'est le retour à une forme de géopolitique, encore une fois, débridée de rapports de force. Et là aussi, nous, il faut qu'on se réveille. C'est vraiment le moment du réveil stratégique des Européens. Et donc ça implique beaucoup de choses. Ça implique, par exemple, parce que, vous savez, Donald Trump nous dit qu'il faut augmenter nos budgets militaires. À 5%. Là-dessus, on est d'accord. Et nous, d'ailleurs, on l'a fait dans les 2 mandats d'Emmanuel Macron. On aura doublé le budget de défense de la France. Et je vois le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui encore ce matin, dans une interview, dit qu'il faut réarmer la France. Bien sûr. En attendant, les seuls en Europe qui l'ont fait, c'est les Polonais qui sont à 4%, pour une raison intrinsèque qui est ils achètent de l'armement américain et ils sont, on le sait, très atlantistes. Alors, vous avez raison de le souligner, parce qu'effectivement, il y a ce qu'on doit faire au niveau national, d'augmenter nos budgets de défense, et on l'a fait en France. Il y a ce qu'on doit porter au niveau européen en créant des nouveaux instruments de coopération industrielle et des instruments de financement. Par exemple, vous savez, pendant la crise de Covid, on a créé de la dette commune, ça a été porté par la France et l'Allemagne, 750 milliards pour relancer nos économies et investir dans nos industries. Quoi qu'il en coûte au niveau européen. Exactement. Eh bien, pourquoi ne pas imaginer la même chose quand on est face à une urgence géopolitique de ces types, qu'on a besoin de se réarmer aussi parce qu'on a une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine
à nos frontières directement, qui menacent notre ordre de sécurité. Donc on attend l'accident pour créer un rond-point, parce que l'Europe de la défense, ça fait 20 ans qu'on en parle, Benjamin Haddad. L'Europe avance pendant les crises. Et L'Europe avance sous c'est pas pression. forcément une bonne méthode, vous en conviendrez. Mais vous savez, fondamentalement, il y a urgence. Donc à un moment, soit on est capable d'avoir le courage, l'unité, de se réveiller et de prendre les mesures qui s'imposent. Donc sinon, ce que vous proposez, soit sinon on va devenir un théâtre passif des rivalités des grandes puissances qui vont nous dépecer, les États-Unis, la Chine et les autres. Moi, je ne souhaite pas ça. Moi, je ne souhaite pas ça parce que je pense que fondamentalement, on défend là les intérêts de la France. On a besoin d'être influent en Europe et on l'est, on pousse l'Europe à se réveiller, à changer son logiciel. Et on a besoin d'une Europe qui est capable, là aussi, de défendre sa souveraineté, ses frontières et ses intérêts géopolitiques. Ce que vous proposez, c'est quoi? Une forme de grand emprunt européen pour financer l'effort de défense, pour augmenter le budget de la défense de tous les pays de l'Europe, c'est ça? Oui, par exemple, je pense qu'effectivement, ça ferait partie des outils. Ça avait été proposé par la première ministre estonienne, Kaja Kallas, l'ex-première ministre estonienne, qui maintenant est la haut représentante de l'Union européenne. On pourrait faire un grand emprunt, en effet, mais sur les Eurobonds, comme on dit, sur les questions de défense. Beaucoup de pays européens, je pense aux Pays-Bas ou à l'Allemagne, qui veulent plus de ce genre de choses. Savez, on verra, parce que sur ce sujet-là... Pour le Covid, ils ont dit oui, mais pour ça, c'est non. Sur ce sujet-là, le débat est en train de bouger. Donc on voit effectivement le débat, y compris dans les pays que vous venez de mentionner. Il y a en ce moment une campagne électorale en Allemagne et ça fait partie des sujets qui sont discutés. Mais l'argent, on va le trouver où ? Et puis il y a d'autres. Et puis, la majorité de l'argent en Europe, ce sont des fonds d'investissement américains. Mais alors, attendez. Donc comment est-ce que vous voulez qu'on crée une sorte d'armée européenne, soi-disant pour être à l'égal des États-Unis, mais en fait c'est de l'argent américain qui nous finance. Mais fondamentalement, là, et ce que vous mentionniez tout à l'heure, vous avez parfaitement raison. La condition de notre souveraineté, c'est de réduire nos dépendances et donc c'est de soutenir l'industrie de défense européenne. C'est la seule façon de pouvoir... Avec de l'argent américain. Parce que fondamentalement, c'est pas en allant créer des usines au Kentucky ou en allant dépendre des armes américaines qui peuvent être... si c'est de l'argent américain. Des usines, des armes qui peuvent être contrôlées aussi par des dirigeants américains, qu'on sera autonome. Mais ça, c'est aussi le message qu'on porte. On a en ce moment des débats en Europe sur le fait de développer des nouveaux instruments. Il y a un instrument technique qui s'appelle EDIP, dans lequel justement on porte cette question de la préférence européenne. Mais vous avez raison, une fois de plus, c'est pas en montrant de la faiblesse, en faisant des concessions aux Américains, qu'on pourra commencer une négociation. Parce que je le vois un petit peu en ce moment chez certains Européens, Donald Trump est même pas encore assis dans le bureau ovale, que vous avez déjà des voix en Europe qui s'élèvent pour dire il faut faire du Buy American. Il faut acheter de l'énergie. Mais les Américains, pour vous, ce sont les déclarations de Donald Trump, c'est normal qu'ils réagissent. Il faut acheter des armes. Mais les Américains sont des amis ou des rivaux? Je crois que si on commence déjà à faire des concessions, alors qu'une négociation, des concessions avec nous-mêmes, négocier avec nous-mêmes, alors qu'une négociation a même pas encore commencé, on envoie un signal de faiblesse. Donald Trump ne nous respectera que si on est fort et que si on est unis. Et ça, c'est le message. Et moi, je vais partout en Europe. Je serai en Italie pour aller rencontrer l'équipe de Mme Meloni dans quelques jours. Je vais voyager après en Lituanie, en Pologne, qui est un pays qui prend tout de même les questions de sécurité et défense très au sérieux. C'est le message que porte la France. On va parler de tout ça juste après une nouvelle pause. Et la question de Mathieu, à laquelle vous répondrez, sommes-nous des rivaux ou des amis des États-Unis? À tout de suite. Dernière partie du grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec notre invité, le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. L'Europe est-elle unie face à Trump? Que penser de l'intervention en solo de Madame Meloni, qui est allée le voir toute seule en Floride? Que penser de la phrase d'Emmanuel Macron qui accuse Elon Musk d'une nouvelle internationale réactionnaire? On va en parler dans un instant, mais d'abord, je passe la main à Mathieu Bock-Côté, qui avait une question qui était restée en suspens. Ma question toute simple, en fait. Vous présentez les États-Unis, mais très légitimement à la manière d'une nation, d'un pays rival, d'un pays inquiétant, d'un pays contre lequel on doit se défendre. Est-ce qu'on doit encore dire que les États-Unis sont les premiers alliés de l'Europe, ou est-ce que la donne a changé? Ce sont les alliés, indubitablement. On est au sein de l'OTAN, on a des partenaires... La Pologne qui a la présidence en ce moment de l'Union européenne, les Pays-Bas qui sont en première ligne face à la menace de la Russie, et tout naturel qui voient aussi dans les États-Unis la garantie de leur sécurité. Même si je constate que beaucoup, par exemple, de Polonais, comme le ministre des Affaires étrangères Sikorski, dit l'OTAN c'est la première assurance vie, mais on a besoin de la défense européenne comme une deuxième assurance vie. Donc on voit aussi que les lignes bougent dans ces pays. Mais je pense aussi fondamentalement que les États-Unis, c'est un révélateur pour l'Europe. C'est un révélateur aussi... de nos faiblesses, d'une certaine façon. Si on voit ce qui s'est passé ces derniers jours avec Elon Musk, on a Elon Musk qui soutient via X, avec des algorithmes qui amplifient des candidats, des forces politiques dans le débat
européens. On a aussi d'ailleurs, je le dis, la Russie, via TikTok, qui met la pression en Roumanie ou chez certains de nos voisins comme en Moldavie pour s'ingérer et pour renverser des forces démocratiques pro-européennes. Est-ce que nous, on veut être une colonie numérique dépendante des autres et laisser des milliardaires américains ou la Russie s'ingérer dans nos processus électoraux et détourner le débat démocratique? Ou est-ce qu'on veut être capable là aussi d'assumer notre souveraineté? Et donc, vous notez qu'en Roumanie, cela dit, si je peux me permettre, des candidats qui n'étaient pas particulièrement pro-russes se sont indignés de l'annulation des résultats électoraux sur le mode « c'est pas parce que le résultat nous déplaît qu'on a le droit d'annuler l'élection ». Mais vous avez du jour au lendemain un candidat, en plus quasiment inconnu, qui est totalement amplifié par des algorithmes sur lesquels nous n'avons absolument aucune maîtrise démocratique, par la Russie, via TikTok. À un moment, il faut aussi se poser des questions. Si demain, on a quand même des règles, Vous pour investir en Europe, on a des règles probablement, possiblement, on ne parle pas avec certitude dans la matière. Sur le marché européen. Vous savez, je vous donne un exemple, moi, auquel je pense, parce qu'on est dans le débat politique, mais qui peut toucher aussi des journalistes et d'ailleurs n'importe quel citoyen. Si demain, vous avez sur X ou sur TikTok des vidéos qu'on appelle des deepfakes, c'est-à-dire des vidéos fausses, et qu'on a... Quand vous voyez d'ailleurs le perfectionnement de ces vidéos aujourd'hui, on est juste à quelques mois, voire quelques années de vidéos dont on ne pourra même pas être capable de faire la différence entre des vidéos authentiques ou inauthentiques. Et que vous demandez, Mathieu Bock-Côté, vous voyez une vidéo fausse de vous et que vous demandez à X de la retirer et qu'il n'y a personne pour faire de la modération de contenu ou pour se responsabiliser, à un moment, il faut quand même qu'on ait des règles. Moi, je suis favorable, évidemment, à ce qu'on ait ces plateformes pour échanger, pour dialoguer. Mais il faut qu'on fasse respecter nos règles. Mais deuxièmement, fondamentalement, révélateur aussi, parce que ce qu'on voit depuis notamment une trentaine d'années, c'est le décalage économique croissant entre l'Europe et les États-Unis. Depuis 30 ans, les Américains ont généré 2 fois plus de PIB par habitant que la France, que l'Europe, que l'Union européenne. Si on regarde par exemple sur des industries qui sont de l'innovation absolument fondamentale aussi pour notre souveraineté et notre compétitivité, comme l'intelligence artificielle, 60% des investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle se font aux États-Unis, près de 20% en Chine et seulement 6 ou 7% en Europe. L'immense défi qu'on a devant nous, c'est pas de regarder les États-Unis ou ailleurs, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut relancer la croissance, la compétitivité de l'Union européenne. On a mis beaucoup l'accent ces dernières années sur la régulation, sur la norme, sur la bureaucratie, au détriment de nos entrepreneurs, de nos PME, de nos innovateurs qui soit partent ailleurs ou n'ont pas les moyens de se financer, de croître, de pouvoir se développer au niveau européen. Moi, je souhaite qu'on ait des grands acteurs européens. Ça veut dire les soutenir, ça veut dire se protéger, et ça veut dire à un moment réduire les normes, réduire la bureaucratie et la régulation, et trouver les moyens de prendre des risques, en fait, de soutenir surtout ceux qui veulent prendre des risques en libérant les capitaux. C'est ce que dit, vous savez, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, dans ce rapport qui a fait beaucoup de bruit. Il propose une série de propositions précisément pour faire l'unification des marchés de capitaux, l'union bancaire, pour renforcer nos entreprises. Ça, c'est vraiment l'agenda que la France porte aujourd'hui au niveau européen. Stéphane Dupont, et pour revenir à la question de Mathieu Bock-Côté, Elon Musk, c'est quand même un très proche soutien du président Trump. Oui. Il est dans une stratégie d'ingérence en Allemagne, sur les élections, en Grande-Bretagne. Comment est-ce qu'on lutte contre M. Musk? Est-ce qu'il est à la tête, comme le dit le président, d'une internationale réactionnaire? Est-ce qu'on lutte contre M. Musk? C'est peut-être ça la question. Ou est-ce qu'on lui parle? Mais c'est là que je vous dis qu'il faut qu'on soit capable de faire respecter nos règles. Quand vous voyez M. Musk, en effet, qui est un allié de Donald Trump. Plus qu'un allié, oui, un allié, un ami, qui soutient des forces politiques en Europe. Est-ce que vous pensez qu'Elon Musk et Donald Trump ont intérêt à ce qu'on soit fort et unis ou divisé et faible? Ne serait-ce que d'ailleurs pour défendre les intérêts commerciaux et économiques de M. Musk. Il faut quand même se poser la question. Donc une fois de plus, moi je vous dis, faisons respecter nos règles. Il y a à la Commission européenne des enquêtes sur le comportement d'X, TikTok ou d'autres. Donc là-dessus, on doit faire respecter nos règles, notamment sur la question des modérations de contenu, sur la question des algorithmes. Mais encore une fois, moi, ça m'intéresse pas en fait de rentrer dans un débat d'unité quand on voit Mme Mélanie qui se précipite en Floride voir Monsieur Trump. On est très loin de cette unité. Ce que je voulais dire, c'est que ça m'intéresse pas de rentrer dans un débat de diabolisation, parce que je regarde aussi et je me dis où sont les Musk européens? Comment est-ce qu'on fait précisément pour avoir des grands entrepreneurs qui peuvent aussi créer des entreprises? Parce que Musk, c'est aussi le véhicule électrique, c'est aussi SpaceX,
spatiale. Bien. Comment est-ce que nous, on peut avoir un environnement, un écosystème Benjamin. où on a des entreprises qui émergent, qui innovent, parce que c'est une question de souveraineté. Benjamin Haddad, vous avez dit encore hier dans le Figaro, on ne peut pas laisser Donald Trump et Vladimir Poutine régler le sort de l'Ukraine en un coup de fil et la France doit être à la table des négociations. Mais ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous arriverez, vous, la France, à vous imposer? De quelle manière? Déjà, vous voyez que la France joue ce rôle diplomatique. C'est le président de la République qui a organisé la rencontre en marge de Notre-Dame, de la cérémonie Notre-Dame, entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Déjà, je voudrais dire, quand on défend l'Ukraine, on défend nos intérêts de sécurité. Nous avons une guerre à nos frontières. On ne peut pas accepter que les frontières de l'Europe soient redessinées par la force, par la brutalité. Pourtant, sinon, il risque d'arriver entre un accord entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Sinon, ça crée un précédent même pour le reste du monde. Est-ce que ça veut dire que la France refuse des concessions territoriales de l'Ukraine? Non, mais je vais y venir. Mais je voudrais quand même rappeler ça, parce que ce sont aussi nos partenaires, nos alliés, les Baltes, les Polonais, les Roumains, qui sont en première ligne aussi face à cette menace. Donc depuis 3 ans, nous avons fait le choix d'aider les Ukrainiens à se défendre. Alors bien sûr, à un moment, il y aura des négociations. Et des concessions territoriales. Il le faut. Mais la seule façon pour dialoguer, pour négocier, il faut être deux. Takes two to tango, comme disent les Américains. Voilà. Et donc, notre stratégie, c'est, puisque c'est la Russie aujourd'hui qui se refuse à dialoguer, c'est la Russie qui fait venir des troupes nord-coréennes. Vous vous rendez compte quand même du changement de paradigme aussi. Des troupes nord-coréennes aujourd'hui qui se battent sur le sol européen. Des missiles et des drones iraniens qui sont utilisés aussi contre les infrastructures. Nord-coréennes, c'est de la chair à canon, comme disent certains observateurs? Probablement, oui, effectivement. Et je ne pense pas que ce soit fait avec l'assentiment démocratique du peuple nord-coréen, c'est le moins qu'on puisse dire. Et des missiles, des drones iraniens qui sont utilisés contre les civils ou les infrastructures militaires de l'Ukraine. Donc fondamentalement, la Russie est dans l'escalade. La seule façon de pouvoir créer les conditions d'une négociation, ce que nous souhaitons, ce que les Ukrainiens souhaitent, ce que le président Zelensky... Vous n'avez pas répondu sur les concessions territoriales. C'est de créer déjà... Non, je ne peux pas attendre, le temps passe. C'est d'abord de créer ce rapport de force militaire. Et après, en effet, une négociation, c'est des concessions. Donc moi, je ne veux pas anticiper ce que sera une négociation, mais moi, je souhaite d'abord qu'on puisse mettre les Ukrainiens dans le rapport de force le plus favorable possible pour pouvoir créer les conditions de cette négociation à laquelle c'est la Russie depuis 3 ans qui tourne le dos. Des concessions. Mais toujours, quand on fait la paix, c'est la diplomatie. Mais la diplomatie, c'est aussi... Vous dites en position de force, monsieur Haddad. Rapport de force. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut aider les Ukrainiens et puis surtout, encore une fois, créer les conditions de la négociation. C'est leur dire il faut que vous fassiez des concessions territoriales. Mais aider les Ukrainiens, c'est les mettre dans la condition de la négociation. Et puis, par ailleurs, moi, je vois Donald Trump qui pouvait dire à un moment tout ça sera réglé en 24 heures. On voit aujourd'hui que, déjà, je pense que c'est dans l'intérêt de personne et pas dans l'intérêt des États-Unis ni des Européens de donner une victoire à Vladimir Poutine. Ça créerait une fois de plus un précédent désastreux pour les relations internationales, y compris quand on pense à d'autres théâtres comme l'Asie. Et ça, les Américains aussi le comprennent. Donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut créer cette négociation et comment est-ce qu'on peut après assurer aussi des garanties de sécurité durables, pérennes pour l'Ukraine, parce que le but aussi, après un éventuel cessez-le-feu, c'est qu'il soit durable. Et donc ça veut dire aussi dissuader... Mais vous dites deux choses à la fois, si je peux me permettre. Et pour tout ça, on aura besoin de l'Europe. Donc on ne peut pas négocier la sécurité de l'Europe sans les Européens. On ne peut pas négocier la sécurité de l'Ukraine sans les Ukrainiens. C'est le message que porte la France aux États-Unis. Vous dites qu'il faut que l'Ukraine soit en position de force pour négocier, mais ce que propose Donald Trump, c'est plutôt de réduire l'aide militaire à l'Ukraine, voire de la retirer complètement. On ne voit pas très bien comment l'Ukraine pourrait se retrouver dans une position de... Mais c'est pour ça que le message que l'on fait passer là aux Américains, c'était tout l'objet d'ailleurs de cette rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky organisée par on voit pas les Européens Emmanuel Macron, relais. c'est précisément de dire, mais si on fait ça, il n'y a plus de négociation, il n'y a pas de diplomatie possible. Vous avez encore une fois la Russie qui est dans une posture maximaliste, agressive, et qui continue d'escalader. Et je dis ça une fois de plus en vous disant que nous souhaitons créer les conditions de la négociation. Mais la diplomatie, c'est aussi parfois d'assumer des rapports de force pour pouvoir dialoguer. Merci beaucoup Benjamin Haddad d'avoir été avec nous, ministre délégué chargé de l'Europe. Je rappelle que même si ce n'est pas une parution récente, vous pouvez lire Le Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions perdues. C'est publié chez Grasset. Et puis vous étiez justement aux États-Unis pendant Trump 1. Oui. Donc vous avez quand même quelques éléments de plus peut-être pour savoir ce que va être Trump 2. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bon dimanche sur CNews et sur Europe 1.